Teillast, Achtung, Achtung. Unbemannt, sich selbst steuern, zieht die Fernbombe ihren Weg und führt unbeirrt. Face à l'infériorité croissante de son aviation pendant la Seconde Guerre mondiale, le haut commandement allemand a cherché à développer une technologie qui, à l'origine, lui aurait permis d'atteindre l'Angleterre sans exposer ses aviateurs. Les meilleurs ingénieurs et scientifiques allemands ont donc œuvré à la réalisation de missiles dont la terminologie générale, arme V, provient du mot Vergeltung, que l'on pourrait traduire dans ce contexte par représailles. De ces recherches complexes, deux types principaux de missiles vont voir le jour et connaître une utilisation opérationnelle avant la fin de la guerre, les V1 et V2. V signifiant ici Vergeltungswaffe pour arme de représailles. Appelées communément bombes volantes pour les V1 et fusées pour les V2, ces armes secrètes du Troisième Reich, ou prétendues-elles, vont donner lieu à la construction de nombreuses bases de lancement de ces engins, et cela tout du long des côtes de la mer de la Manche jusqu'à celle du Nord, pour être plus précis, de la Basse-Normandie à la Hollande. Dans le cadre de ce documentaire, nous n'allons parler que de celles construites dans le Nord Cotentin pendant l'occupation, afin de menacer les villes et les ports situés entre les côtes du sud-ouest de l'Angleterre et le Pays de Galles. Pas moins de 40 sites de ce genre, dédiés au lancement de V1, vont voir le jour dans la région de Cherbourg entre l'été 1943 et le printemps 1944, à des degrés très divers d'achèvement, il est vrai. Un seul sera réservé au lancement de V2. À ces bases de lancement à proprement dit s'ajouteront d'importantes infrastructures pour le stockage et l'acheminement des bombes volantes jusqu'aux pas de tir disséminés dans le bocage. Toutes les installations situées autour de Cherbourg dépendaient du 155e régiment de Flak de la Luftwaffe, dont une partie de l'état-major avait établi son poste de commandement au château de Martinvat. Cette illustre demeure n'échappera pas aux bombardements alliés, qui vont cibler à compter de novembre 1943 ces installations. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 1943, la Royal Air Force lance un raid aérien pour détruire la base de lancement de V1 d'Ardinvat, au lieu dit Le Rocher. Le château, situé à quelques kilomètres à vol d'oiseau, est presque entièrement détruit par les bombes anglaises. Un drame qui illustre bien les conséquences de cette implantation allemande dans le Nord Cotentin pour les populations civiles. Il convient à ce stade de distinguer deux types de bases de lancement de V1, celles dites lourdes et celles dites légères. Les bases lourdes, au nombre de 8 en tout, se composent en général d'une douzaine d'ouvrages construits en élévation et dans lesquels a lieu l'assemblage des fusées. On pourrait comparer ces sites de lancement à une chaîne de montage dont les opérations successives sont réalisées dans des bâtiments techniques séparés les uns des autres.
la phase ultime correspondant à l'acheminement de la bombe volante sur son pas de tir. Ces bâtiments sont le plus souvent espacés les uns des autres et reliés entre eux par des pistes bétonnées sur lesquelles les V1 devaient être déplacés sur des chariots au fur et à mesure des étapes successives de leur assemblage. Si l'on devait retenir quelques-uns de ces ouvrages, les plus emblématiques, on pourrait citer le garage droit, dans lequel, à leur réception sur site, les diverses pièces des fusées étaient stockées. Autre type de garage, ceux appelés garages en ski, en raison de leur forme, toujours au nombre de 3 et situés à l'écart des autres bâtiments, l'entrée était incurvée pour protéger les engins des éclats de bombes. Long d'une centaine de mètres en tout, on pouvait y stocker une dizaine de fusées dans l'attente de leur transfert vers le bâtiment magnétique. À ce stade, le V1 était presque opérationnel. Ce bâtiment, comme son nom l'indique, était dépourvu de toute pièce métallique, de manière à ne pas fausser les réglages du compas. L'infrastructure la plus impressionnante reste sans conteste la rampe de lancement, ou plutôt les murs déflecteurs qui protégeaient du vent la rampe métallique sur laquelle le V1 était lancé à l'aide d'une catapulte. Ce n'est qu'en sortie de cette catapulte, insérée dans le tube de la rampe et propulsée par un canon à vapeur, que le pulsoréacteur de la fusée prenait le relais. La fusée avait alors atteint une vitesse de 250 km/h. Pour revenir aux murs déflecteurs, les plus courts faisaient une vingtaine de mètres en longueur, les plus imposants une quarantaine de mètres en longueur. La portée maximale effective d'un V1 n'excédait pas 260 km. Une fois au-dessus de sa cible, le moteur s'arrêtait et la bombe volante s'écrasait au sol, entraînant l'explosion de sa puissante charge explosive, pesant approximativement 830 kg. Au total, plus de 22 000 V1 furent lancés contre les villes anglaises, belges, hollandaises et françaises à partir du 13 juin 1944, une semaine après le débarquement en Normandie. Si l'on retrouve peu ou prou les mêmes ouvrages dans l'ensemble des bases de lancement dites lourdes du Nord-Cotentin, des disparités dans les matériaux et le bâti de ces ouvrages peuvent apparaître d'une base à l'autre. Les concernant, il convient de préciser qu'il n'existe pas une totale standardisation. Dans le cadre de ce tournage, nous n'avons pu mettre en exergue que 2 sites de ce genre, mais non des moindres. Celui du château de Pannelier, à Brie, et celui de la Sorellerie, appelée aussi la Boissée, au Mesnil-Oval. Tous les deux se trouvent à l'est de la route nationale 13, au sud de Cherbourg, et à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de la façade la plus septentrionale du Cotentin. Chacune de ces bases s'étendait sur près de 11 hectares. Je me trouve dans la partie inférieure de la rampe de lancement de la base dite lourde, base de lancement de V1 du château de Pannelier à Brie. Cette rampe de lancement est maintenant complètement recouverte par la végétation. En 1944, lorsque les Américains l'ont découverte, bien sûr, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de végétation. On voit très bien que cette partie de la rampe a été détruite par des bombardements. Et juste derrière, on retrouve le petit bunker de tir qui permettait aux opérateurs de lancer le missile, de lancer le V1. Et on a ces images prises par les Américains à la Libération, où ils découvrent avec étonnement sans doute ces infrastructures allemandes. Et il est bon de juxtaposer ces images prises en 1944 avec ce qui reste de ces rampes de lancement, de ces murs déflecteurs, plus de 80 ans après. Quand bien même les bases dites lourdes, bases de lancement de V1, eussent été composées de nombreux ouvrages, garages en ski, garages droits, des ateliers où les V1 étaient assemblés, équipés, armés.
Je pense que l'ouvrage le plus intéressant dans toute base dite lourde, eh bien, ce sont ces murs déflecteurs qui devaient supporter la rampe métallique. De là, eh bien, les V1 étaient lancés sur l'Angleterre, mais ces projets funestes n'ont jamais vu le jour, puisque c'est dans la nuit 12 au 13 juin que les premiers V1 devaient être lancés. Et bien sûr, le débarquement allié, au matin du 6 juin 1944, a mis un terme au projet allemand. Cette rampe de lancement, c'était la plus aboutie qu'on ait en tout cas conservée dans la région. Elle fait 40 mètres de long. On voyait l'épaisseur de ces murs en béton. Et c'est au milieu de ces murs déflecteurs que devait donc se trouver la rampe métallique de lancement, avec un bunker de tir à l'extrémité inférieure. On voit encore les crochets tout en haut de ces murs déflecteurs pour des toiles, des filets de camouflage. À l'instar de la plupart des ouvrages allemands, faits de béton et d'acier, les Allemands utilisaient une technique qui s'appelle la technique du coffrage, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils coffraient avec des planches. Et il est très intéressant de découvrir cette rampe de lancement plus de 80 ans après sa construction et de la comparer à ce que les Américains ont découvert en juin 1944 lorsqu'ils se sont emparés de ce site. Il faut dire que des combats assez violents ont eu lieu au niveau donc, du Mesnil-Oval pour la capture de Cherbourg. Quant aux bases dites légères, pas moins d'une trentaine en tout se trouvaient être en construction dans le département de la Manche au 6 juin 1944. C'est à compter du 28 avril 1944 que les Alliés identifient l'existence de ces infrastructures d'un genre nouveau et jusque-là inconnu. C'est d'ailleurs grâce au survol d'un avion de reconnaissance au-dessus du village de Noinville, du hameau Bel-Hamelin pour être plus précis, que le secret des Allemands est en passe d'être éventé. Pas totalement, devrait-on ajouter, car les spécialistes du renseignement allié hésitent tout d'abord à définir la finalité de ces micro-chantiers qui sont éparpillés dans toute la presqu'île du Nord-Cotentin. Aussi, par la suite, lorsque des sites semblables à celui de Noinville apparaîtront sur les photos aériennes, ces bases légères seront systématiquement dénommées Bel-Hamelin en référence à la découverte originelle. La réalisation de ces dernières ne nécessitait que peu de moyens, tout en représentant la même dangerosité potentielle que les bases lourdes. Sans doute davantage même, puisque la plupart étaient fort bien camouflés dans des allées de châteaux sous le couvert de chemins de campagne ou intégrés à des fermes. Les bases légères se composaient de quelques ouvrages modestes, dont un garage en béton armé, apte à recevoir un seul V1 sur son chariot, des petites niches pour stocker les détonateurs, une plateforme en béton en guise de bâtiment magnétique ou d'atelier, des plots en béton pour fixer la rampe de lancement en acier, longue de 9 mètres, un poste de tir à demi enterré, une ou deux petites citernes à eau et enfin des pistes bétonnées permettant l'acheminement des bombes volantes jusqu'à la susdite rampe. Le gros avantage des bases légères de lancement de V1 sur les bases dites lourdes, c'est qu'elles étaient facilement dissimulables. Et celle-ci, qui se trouve au Mesnil-Oval, à mi-distance à peu près entre le château de l'Ermitage et le château de Rochemont, eh bien, voilà, se trouvait au plein centre d'une allée. Et on voit ici, derrière moi, le petit bunker de tir où un ou deux opérateurs donc, se trouvaient à l'abri. Et c'est de ce bunker de tir qui mettait à feu la fusée V1. C'est dans ces garages que les V1 en phase finale d'assemblage étaient stockés, un V1 pour le moins, et de ces garages, ils étaient emmenés sur des pistes de béton qui sont encore apparentes le long de cette route jusqu'à la rampe de lancement. Et c'est de là donc qu'ils devaient être lancés sur l'Angleterre. Moins visible que les garages qui se trouvent en bord de route et qui servaient à stocker un missile en phase finale d'assemblage, on découvre encore ces niches qui servaient à stocker des détonateurs. Les détonateurs étant très dangereux, ces niches étaient construites à bonne distance de la rampe de lancement. La base légère localisée entre le château de Rochemont et celui de l'Ermitage se révèle remarquable,
car l'ensemble de ces ouvrages a été conservé. La plateforme ammunitique est à cet égard un modèle du genre. Dans l'organisation interne de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, cette installation portait le numéro 140. Les analystes de l'opération Crossbow avaient compris que ces bases légères ne pouvaient être opérationnelles sans la présence de sites de stockage et de montage à proximité. Les fusées auraient été amenées sur ces sites dans leur état final d'assemblage. Il n'y aurait eu qu'à placer le détonateur, puis régler le gyroscope sur la plateforme magnétique, et enfin transporter le V1 sur sa rampe de lancement.